Radio Courtoisie, le libre journal de la France libre, dirigé par Henri Foucault, assisté de Lydie Cassarin-Grand. Dans notre studio vient d'entrer Jacques Miard, député-maire de Maisons-Laffitte. Bonsoir, monsieur Bonsoir. le député. Nous attendons Alain Cotta, professeur de sciences économiques, patron d'émission à Radio Courtoisie. Et par téléphone, nous aurons, nous espérons, Philippe Meunier, député de la 13e circonscription du Rhône, conseiller général Rhône-Alpes, secrétaire de la commission permanente de la défense nationale et forces armées, et également Gilles Carrez, député-maire du Perreux-sur-Marne, président de la commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Voilà, messieurs. Merci, Lydie. Monsieur le député, vous arrivez juste dans le studio. Je viens dans mon édito de parler que je ne parlerai pas. Je viens de dire en définitive que je ne parlerai pas du traité et je n'ai pas arrêté d'en parler. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? D'abord, j'ai souligné, monsieur le député, que 70... D'ailleurs, je vous ai entendu le dire à la télévision. 70 députés avaient été l'honneur de la France. On sauvé l'honneur de la France, voilà. Effectivement. Donc, vous avez été l'un de ces 70. Philippe Meunier sera un des d'autres. Dans nos invités, nous avions Patrick Labaume qui vous a suivi. Ce traité, qui en fait n'en est pas un complètement, qu'est-ce que ça va donner ? Écoutez, c'est assez grave parce que effectivement, ça part de l'idée, d'abord sur le plan économique, qu'il faut serrer sa aire et sa discipline et bien évidemment réduire le déficit du budget. Alors certains vont me dire, mais c'est tout à fait louable. Et vous comprenez, ces députés qui depuis 1974 ont été incapables d'équilibrer un budget, eh bien à la limite, on pourra entendre ici ou là au Café du Commerce, ben c'est bien fait. Simplement, il faut bien comprendre une chose. Premièrement, c'est que lorsqu'on vous dit de réduire le déficit budgétaire et qu'on soumet ça à l'approbation, comme je vous ai entendu dire, de la Commission européenne, préalablement, puisqu'on a d'une part, et ça a déjà commencé, soumission à Bruxelles des projections sur 3 ans de l'équilibre budgétaire. Et ensuite, annuellement, on va donc envoyer notre pré-budget à Bruxelles qui va nous dire eh bien, vous devez encore réduire, vous êtes trop loin, etc., etc. Alors, celles et ceux qui disent eh bien, c'est bien fait, parce qu'il y en a, tant à droite qu'à gauche, eh bien, il faut leur dire ceci. Et écoutez, quand Bruxelles va vous dire, notamment qu'en matière de déficit de la sécurité sociale, il faut augmenter de 50% le ticket modérateur, c'est-à-dire augmenter ce qui reste à vos charges. Lorsqu'on va vous dire, écoutez, la retraite à 61, 62 ans, c'est pas du tout acceptable, il faut travailler jusqu'à 65 ans, bien, on verra ce qu'ils se disent. Quand on va leur dire, votre retraite, là, vous... c'est pas normal, elle est beaucoup trop élevée, on va la taxer un peu davantage pour équilibrer les comptes, et de fil en aiguille, vous vous apercevrez que ça va impacter votre vie quotidienne. Je comprends parfaitement qu'il faille équilibrer les comptes. Maintenant, on doit se poser une deuxième question. Est-ce que cet équilibre des comptes publics va entraîner, je dirais, le sauvetage de l'euro ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on confond deux choses. Tout est fait, il faut le rappeler, tout a été fait effectivement à l'initiative de l'Allemagne, laquelle le président Sarkozy d'ailleurs avait acquiescé tout en modifiant certaines dispositions. Tout avait été fait dans l'idée de l'Allemagne qu'elle ne veut pas payer pour les autres et que donc en définitive, elle estime qu'à partir du moment où il y aurait équilibre budgétaire, elle ne paierait pas. C'est mal connaître le mécanisme de la monnaie unique. Parce qu'on confond, et je ne le répéterai jamais assez, on confond les conséquences, le déficit budgétaire, avec les causes. Les causes, c'est la perte de compétitivité économique. C'est-à-dire que vous avez effectivement des États qui ne peuvent pas être gérés par la même monnaie parce qu'ils n'ont pas la même force économique. Et je dis toujours, comment voulez-vous faire vivre ensemble des vendeurs d'olives et des marchands de canons ? Bien sûr. Donc, le problème, il est là. Donc, ce n'est pas en réduisant les déficits budgétaires, en réduisant la dépense publique, qu'on va équilibrer la balance des paiements. Tout à fait. Sauf si vous avez les riches qui payent pour les pauvres, c'est-à-dire que vous savez que toute union monétaire qui arrive à ce stade se transforme dans ce qu'on appelle l'union de transfert, c'est-à-dire que l'Allemagne doit payer pour la Grèce, pour l'Espagne, etc.,
pour renflouer son économie, leur donner de l'argent de manière qu'ils puissent continuer à vivre et à acheter. Ou bien il y a une deuxième solution, c'est que tout le peuple grec émigre en Allemagne pour travailler. Oui. Donc c'est pas demain la veille, et tout ça c'est de la vue de l'esprit. Ce n'est pas la vue de l'esprit aux États-Unis, où je l'ai déjà dit à force, avec force exemple, où certains États fédérés ont perdu au profit des pôles économiques dynamiques le tiers de leur population. Donc c'est ça la variable d'ajustement dans une union monétaire qui est à le stade où elle est plaquée sur des économies divergentes. Alors pour revenir à notre fameux traité, tout part de l'idée effectivement qu'il faut réduire les déficits budgétaires, tout part de l'idée également que si le solde du déficit structurel est inférieur à 0,5, c'est-à-dire que ce solde structurel dépasse, sauf cas exceptionnel où ça peut monter jusqu'à 1% de déficit, eh bien, il faut prendre des mesures. Et ces mesures sont édictées par la Commission. S'il n'y a pas au Conseil une majorité pour refuser les propositions, elles sont applicables. Et là, vous pouvez avoir des amendes qui sont prononcées par la Cour de justice sur saisine de la Cour de justice ou d'un État, saisine de la Commission ou d'un État. Alors, il faut s'attarder à un système qui est complètement aberrant. Et je crois que la principale qualité de ce traité, c'est véritablement qu'il sera violé allègrement très rapidement. Oui. Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut pas. J'ajoute une chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est un déficit structurel. Voilà. J'en donne pour preuve qu'en 2010, selon l'OCDE, le déficit structurel de la France était de 0,3, voilà, moins 0,3, oui. Était de 3%, pardon, de 3%. Et selon, donc il était très important, puisque au regard du traité, il devait être 0,5, de moins 0,5. Et donc, dans le même temps, la Cour des comptes française disait qu'il était de moins 5. Donc, on voit très bien qu'on ne sait pas ce que c'est que le déficit structurel. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition. Il ne peut pas y en avoir, parce que normalement, théoriquement, c'est le déficit qui est déflaté, c'est-à-dire qui est réduit des événements exceptionnels. Voilà, c'est ça. Des événements exceptionnels et qui serait donc le déficit dans une économie où tout baigne, si je me permets cette expression, c'est-à-dire d'une économie dans laquelle il n'y a pas de coup de tabac, il n'y a pas de ci, il n'y a pas des choses exceptionnelles. C'est ce qui est, je dirais, ab initio et structurellement le déficit entre des recettes normales et des dépenses normales. Mais la conduite de l'économie, c'est jamais ça. C'est jamais ça. Donc, on voit bien que ce n'est pas opérationnel et qu'on va vers de grosses difficultés d'interprétation et des bisbilles. Mais surtout, et j'insiste, je préfère me répéter que me contredire, c'est que ça ne résoudra en rien la crise de l'euro, qui est une monnaie inadaptée. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas compris. J'assiste actuellement à pas mal d'échanges à l'Assemblée nationale entre l'opposition, et notamment nous commençons aujourd'hui le débat budgétaire, où on vous dit qu'il va y avoir 24 milliards d'impôts nouveaux, plus 10 milliards d'économies. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est je dirais, le résultat de la politique d'austérité qu'on est en train de mettre en place partout en Europe et qui nous mène dans le mur. Et je tiens à dire, et ça je suis en désaccord avec un certain nombre de mes collègues députés de droite, c'est qu'ils ne posent pas le problème fondamental qui est l'inadéquation de cette monnaie unique par rapport à l'économie européenne. Et c'est très grave. Pourquoi ? Parce que la dépression européenne en matière économique, elle est bien sûr très dure pour les Espagnols. On voit très bien tous les mouvements sociaux qu'il y a. Pour les Grecs, vous pensez d'Union européenne, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, lorsque Madame la chancelière d'Allemagne va en visite à Athènes, il faut 6000 policiers pour la protéger, parce que sinon, elle va prendre des œufs, des tomates sur la figure. Donc, bravo. Hein, quand on vient de vous dire le prix Nobel de la paix de l'Union européenne, c'est une galéjade. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs le titre d'un journal du matin de gauche qui titrait récemment « L'Union européenne rate, point de suspension, le prix Nobel d'économie ». Bon, donc on aboutit à une situation... Enlever économie, enfin... Voilà. On aboutit à une situation dans laquelle, aujourd'hui,
l'Union européenne, qui devait préserver la paix, est en train d'attiser les tensions. Et ça me paraît quelque chose sur lequel on devrait quand même s'interroger. Je voudrais vous interrompre 2 secondes, monsieur le député. Il faut aussi prévenir les Français d'une chose, c'est que l'État, dans le temps, pour ses dépenses, utilisait 36% du PIB. On en est à 56%. Aujourd'hui, il faut aller chercher les causes de cette augmentation, qui sont uniquement dans le financement, souvent des problèmes sociaux, et puis aussi par le manque de croissance. Alors, vous avez raison de dire qu'il ne faut jamais obliger, et c'est là où la politique d'austérité qui est menée et qui aboutit à la récession est grave. Parce que un déficit, c'est un solde entre les recettes et bien évidemment les dépenses. Or, en l'occurrence, ce déficit, il est d'abord, le résultat de nos manques de recettes et notamment aussi de nos manques de production pour les exportations. Tout à fait. Le professeur Vesperini a parfaitement, qui est, vous savez, membre du comité d'analyse et de prévision, a parfaitement démontré comment, en ayant une monnaie surévaluée, l'impact sur nos exportations a été dramatique. Absolument. Et que nous avons perdu pratiquement entre 0,5 et 1 point de croissance par an. Chaque année, comme vous venez de le dire. Tout à fait. Ce qui est véritablement un moins, bien sûr, pour l'emploi majeur, un moins pour les recettes, un moins pour le PIB. Et voilà pourquoi une monnaie inadaptée, surévaluée, va créer des problèmes à la fois de croissance économique, de recettes fiscales, des déséquilibres budgétaires et de surcroît de tensions sociales qui vont aller croissantes. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je le dis, je le répète, tant qu'on n'aura pas posé calmement, collectivement, la question de l'euro, on se trompe de politique. Et je n'aurai de cesse de répéter que le budget d'austérité que ce gouvernement socialiste s'apprête à voter après ceux qui n'étaient pas, je dirais, qui étaient déjà des budgets d'austérité, mais on avait quand même moins, le taux de vie c'était moindre parce que le gouvernement Fillon y était allé avec modération. Tout à fait, c'est vrai. Qui plus est, on avait mis en place la TVA sociale, même si elle était limitée, enfin une partie à 1,06, qui a idéologiquement été remis en cause par ce gouvernement. Donc, je crains fort, et je sais que